J'ai élaboré des lettres de mission pour les membres du gouvernement. Chaque département ministériel va rendre compte, le moment venu, de l'exécution des missions à lui confiées et les conséquences en seront tirées. Cela en toute responsabilité. Il s'agit de notre devoir sacré de redevabilité envers le peuple nigérien. En tout état de cause, à un moment ou à un autre, chacun rendra compte de ses actes devant le peuple, devant l'histoire et devant le Créateur. C'est aussi vrai pour les gouvernants que pour les agents publics, les pères de famille et chaque citoyen. Fin de citation. Général de brigade Abdraman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, chef de l'État. Message à la nation à l'occasion du 66e anniversaire de la proclamation de la République, 18 décembre 2024. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous recevons ce soir sur ce plateau le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur, M. Bakary Yahou Sangaré. Au cours de cet entretien, nous parlerons avec le chef de la diplomatie nigérienne du contenu de sa lettre de mission. Une feuille de route axée sur les actions diplomatiques à entreprendre par le ministère des Affaires étrangères pour une meilleure visibilité du Niger au plan continental et international. Monsieur le ministre, bonsoir. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Et pour commencer cet entretien, cette toute première question, Monsieur le ministre, depuis l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, on parle d'une nouvelle carte diplomatique pour répondre aux exigences de la souveraineté. Un commentaire du chef de la diplomatie nigérienne par rapport à ce sujet. Bismillahirrahmanirrahim. Je voudrais tout d'abord commencer par vous remercier d'avoir organisé cet entretien qui se situe dans la logique de ce que le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie fait. Nous avons un devoir de redevabilité vis-à-vis de notre population. C'est une occasion de parler directement au peuple pour que le peuple sache qu'est-ce qui est fait au niveau des départements. Donc depuis le 26 juillet 2023, qui a consacré l'avènement du CNSP au pouvoir, notre pays a fait l'objet d'hostilités. Il s'est retrouvé dans un environnement marqué par une adversité au plan régional d'abord, avec l'embargo de la CEDEAO. Les Nigériens l'ont vécu dans leur chair. Cet embargo était couplé avec une menace d'intervention militaire. Et au niveau international, il y avait une campagne qui a été menée contre notre pays, pas de puissance, pas de moindre, pour isoler, pour garder notre pays dans l'obscurité et la suspension de la coopération avec la plupart de nos partenaires. Alors, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État de la République du Niger, il a remis des lettres de mission à chaque ministre. Ces lettres induisent les actions à entreprendre. Tout un concours à réaffirmer la souveraineté de notre pays et à assurer son développement. Pour revenir à votre question, mais avant, je voudrais préciser le terme carte diplomatique. C'est peut-être pas superflu. Ah oui. Parce que quand on parle de carte diplomatique, je sais pourquoi je le dis, d'aucuns peuvent penser à la carte d'identité diplomatique. Oui, tout à fait. Les diplomates qui sont accrédités au Niger, le ministère des Affaires étrangères leur donne une carte de résidence. Qu'on appelle Là, carte on parle de la géographie. Voilà. Là, on parle de géographie. Là, en fait, la carte diplomatique d'un pays, c'est l'ensemble de ses représentations diplomatiques et post-consulaires à travers le monde. En fait, c'est le réseau diplomatique à travers lequel il déroule. Il met en exécution la diplomatie de son pays. Une autre précision qu'il est important de savoir, c'est qu'il n'y a aucun pays au monde qui est présent dans les 193 pays reconnus par les Nations Unies. Il n'y en a pas un seul au monde. Celui qui vient en tête, c'est la Chine, avec 173 missions diplomatiques et post-consulaires, suivi des États-Unis. En Afrique, c'est l'Afrique du Sud qui tient le tête de peloton avec 98 missions diplomatiques et post-consulaires. Au Niger, nous en avons 40, quand même. C'est pas rien. Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour un pays comme le Niger. Et ça va surprendre certains. On vient même avant certains pays européens. Mais il faut retenir que notre carte diplomatique, elle est axée essentiellement sur 3 aspects. Le premier, c'est l'intégration africaine. Le deuxième, c'est
la politique de bon voisinage. Et le troisième, c'est une diplomatie de développement. C'est ce qui fait que sur les 40 ambassades que nous avons, 20 sont en Afrique. Et nous sommes présents dans l'ensemble de nos pays voisins. Ça conforte notre vision d'intégration et de bon voisinage. Et nous en avons 8 en Europe, 9 en Asie et 3 en Amérique. Et ça, c'est notre vision de développement. Avant le CNSP, l'Europe venait avant l'Asie. Mais nous avons procédé à des réajustements. Depuis le 26 ? Depuis le 26. On a ouvert 2 nouvelles ambassades pour tenir compte justement des nouvelles orientations, la redynamisation de certaines amitiés. Donc c'est comme ça qu'on a ouvert une ambassade en Russie. On a ouvert une ambassade à Téhéran. En Iran. En Iran. Donc on a transformé notre consulat général à Ouagadougou, on l'a transformé en ambassade. Oui. Parce qu'on ne pouvait plus le laisser au rang de consulat général vu la dynamique dans laquelle nous évoluons. L'AES. Nous avons en perspective l'ouverture de notre ambassade à Ottawa, au Canada, et l'ouverture d'un consulat général au Gabon. Ottawa, parce que c'est le continent américain, c'est sur lequel nous avons le moins d'ambassades. Le Canada est un partenaire important. Et l'autre avantage qu'on a, c'est que nous disposons du patrimoine. Et la résidence et l'ambassade sont des propriétés de l'État du Niger. Au Canada. Au Canada. D'accord. Donc, ce qui fait qu'on a mis beaucoup d'argent. Quand on a fermé, ça nous a coûté énormément d'argent pour pouvoir refaire. Parce que quand on a fermé le bâtiment, on est parti. Ouais. Après, c'était la moisissure. Avec l'hiver, c'était la moisissure. Ça nous a coûté énormément d'argent. Quand on l'a rénové, il y avait 2 possibilités. La première possibilité, c'était de le mettre en location. Et la deuxième, c'était la réouverture. Donc nous, on a choisi la deuxième option. Le Gabon, on a fait une demande d'ouverture d'un consulat parce que nous avons beaucoup de Nigériens au Gabon. Et c'est de notre devoir de mettre en place une structure qui va les protéger. Hormis ces ambassades et consulats, nous avons aussi les consuls honoraires. Ouais. Les consuls honoraires, en fait, ce sont des fonctionnaires bénévoles. Dans le temps, c'était même pour les gens payés pour exercer cette fonction. Parce qu'il y a des avantages qui sont liés à la fonction. Vous avez le passeport diplomatique du pays, vous avez l'immunité, vous avez des privilèges qui sont liés à la fonction. Donc, généralement, c'est des gens qui ont une certaine assise, ou des grands avocats, ou des... qui demandent à exercer cette fonction, parce que ça leur donne des privilèges, des immunités, et puis surtout des cartes de visite. Quand vous êtes dans une localité, vous êtes consul honoraire, vous avez accès à toutes les autorités. Nous en avons 41. À travers le monde. À travers le monde. Mais le problème, c'est un dossier que je connaissais, mais quand je suis venu, j'ai voulu regarder de très près. Sur les 41, il y a à peu près le tiers qui n'a jamais mis pied au Niger. C'est des gens qui ne connaissent même pas le Niger. Et chacun des consuls honoraires pris individuellement, il avait un sponsor. Il avait quelqu'un qui le sponsorisait et ils ne se manifestaient que quand leur passeport diplomatique est expiré. Et nous, on a mis fin à ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne veux pas être injuste, j'ai demandé à auditer. Tous ont été audités. J'ai mis en place une commission et pour que les gens n'aient pas de prétexte, je n'ai pas pris un jour pour dire venez tel jour. On a donné une période de 3 mois. Vous vous arrangez, voilà, n'importe quel jour, quand vous n'arrivez pas samedi, pas dimanche, n'importe quel jour, que ce soit samedi, dimanche, de jour ou de nuit, vous avez une équipe en place. Vous pouvez venir aujourd'hui, repartir le lendemain. Il y en a qui sont venus, ceux qui ne sont pas venus d'office, on les a disqualifiés, ceux qui sont venus, on les a audités. Et sur les 41 consuls, il y a 26. Donc nous avons mis fin aux fonctions. Parce qu'ils n'ont pas rempli le cahier de charges sur lequel ils ont été désignés. Après cet audit, ce que nous avons fait, c'est que nous avons toiletté le cahier de charges pour tenir compte de la nouvelle vision. Et maintenant, nous sommes dans le processus de recrutement de nouveaux consuls, parce qu'il nous faut ça. Le Niger n'a pas le moyen d'être présent dans les 41 pays là où ces consuls exercent. Donc, comme la profession est bénévole, nous allons leur concéder des avantages qui sont liés aux privilèges et immunités, et le passeport diplomatique, bien entendu, mais nous allons exiger des résultats. Il faut qu'à la fin, périodiquement, et c'est le cahier de charges qui va déterminer la période, il faut qu'ils rendent compte, il faut qu'ils rendent compte. Et ce n'est pas seulement les consuls honoraires qu'on a audités. On a audité l'ensemble de nos missions diplomatiques, malgré ce que les gens sont en train de dire. Nous avons 40 ambassadeurs, sur les 40, 32 ont été remplacés. On nous parle souvent que ce sont les anciens ambassadeurs, comment est-ce que vous pouvez être au pouvoir et laisser les gens que vous avez trouvés là, comment est-ce que vous pouvez espérer qu'ils vont travailler sur vous? Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que la diplomatie, ce n'est pas sur les réseaux sociaux.
Sur les 40 ambassadeurs, il n'y a que 8 qui n'ont pas été remplacés. Oui. Et les 8 sont essentiellement des diplomates de carrière. Il y a 1 ou 2 ambassadeurs qui ne sont pas de la carrière, mais l'essentiel, ils sont de la carrière. Et eux, ils ont un mandat. Quand ils partent, c'est pour 5 ans. Et même parmi ceux qui sont de la carrière, ceux qui ont fauté, on les a fait revenir. Ceux qui n'étaient pas en cohérence avec la vision du chef de l'État, on les a rappelés. Et pas seulement les chefs de mission diplomatique, même les diplomates. Parce qu'on ne peut pas laisser dehors quelqu'un qui ne va pas faire, entre guillemets, comme ça se dit dans la rue, qui ne va pas faire notre affaire. L'affaire du pays, je veux dire. Le travail. Voilà. Donc, on a un statut particulier au niveau du ministère des Affaires étrangères. Le personnel diplomatique, il rote entre l'ambassade et les représentations diplomatiques. Ça a été respecté. À ce jour, il n'y a aucun retard. Et d'ailleurs, mieux, même les irrégularités que moi j'ai trouvées, des gens qui ont été affectés en violation de ce statut-là, j'ai corrigé. Tout ça, nous l'avons fait pour adapter notre carte diplomatique à la nouvelle orientation de nos autorités. Qu'en est-il de la question de la représentativité du Niger au sein des assemblées générales des Nations Unies? Ça fait des vagues à un certain moment. À la 78e Assemblée générale des Nations Unies, moi j'étais ambassadeur là-bas, j'étais représentant permanent. On nous a empêché l'accès parce qu'il y avait de cette personnalité au sein de ces organisations qui s'étaient personnellement impliquées. On a voulu humilier le Niger. Parce que le jour où l'Assemblée générale allait s'ouvrir, moi j'étais dans mon bureau en tant que ministre des Affaires étrangères, mais j'étais ambassadeur là-bas, donc j'ai coupé toujours mon bureau et j'étais en même temps mes représentants permanents. J'ai reçu un message d'un ami ambassadeur, il m'a dit il ne faut pas venir. On a organisé le refus d'accès à l'AG, à la délégation nigérienne, et ça va. Les gens ont organisé ça pour qu'il y ait des journalistes qui filment, et puis après on va, voilà, pour dire que voilà le Niger, voilà. Donc, au même moment, hein, monsieur, où on a vu les anciens dignitaires qui absolument, qui ils étaient invités. présents. Absolument. Et ce qui est extraordinaire. Absolument. Voilà. Donc on n'a pas eu accès, on a pris notre courage à deux mains, on est revenu. Mais quand on est revenu, on n'a pas croisé les bras. On s'est battu. Parce que nous sommes membres des Nations Unies. Ce qui a été fait, c'est en violation des textes. Et qui était derrière ça? Si on peut poser la question, tout ça? Le secrétaire général des Nations Unies. Lui seul? Moi, je le cite. Pas lui seul. À la demande de certains pays comme la France. Voilà. Voilà. Donc, il ne faut pas se le cacher. On a vu ces gens-là, ils étaient en campagne. Ils faisaient de la campagne très active au niveau de la commission de vérification de pouvoir. Donc, quand on est revenu, on a décidé d'attaquer. Parce qu'il s'agit de questions de droit. Le Niger est membre statutaire des Nations Unies. Il n'y a pas de raison qu'on nous prive de nos droits de membre. On s'est battu, on a attaqué. On a gagné. Ce qui fait qu'à la 79e session des Nations Unies, on a participé pleinement. La délégation, c'est moi qui ai conduit la délégation. Lors de cette assemblée, nous avons porté le message de notre président, nous avons porté le message de dignité de notre pays, qui se résume à ces termes. Les laisser pour compte, non qu'à compter sur eux-mêmes. Il n'y a personne qui viendra vous faire les choses à votre place. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, le Sahel, on fera tout pour que le Sahel ne soit pas une zone d'insécurité. Ça sera une zone de prospérité, ça sera une zone où les bailleurs vont se bousculer pour venir. L'autre message du président que nous avons porté, c'est d'expliquer à la communauté internationale l'injustice, les 2 poids, 2 mesures dont font l'objet nos pays. Il y a des coups d'État par-ci, il y a des coups d'État par-là, les gens sont traités indifféremment selon... On a vu le cas du Gabon. Hein? Voilà. Donc, par soi-disant la communauté internationale. Par soi-disant la communauté internationale. Donc nous avons porté ce message et il a été entendu. Notre participation, après le départ de la délégation de haut niveau, des techniciens ont participé jusqu'à la fin aux travaux de commission. Donc c'est pour dire que on a mené le combat, on l'a gagné. On est revenu sur la zone internationale parce que parmi toutes les sanctions dont le Niger faisait l'objet, la plus significative, c'était celle-là. Parce qu'il ne faut pas voir seulement l'AG. C'était tout le système des Nations Unies. Bien sûr. Monsieur le ministre, avant peut-être de passer à la deuxième question, parlant justement de ces missions diplomatiques qui sont au nombre de 40 à travers le monde. Vous avez aujourd'hui les moyens de fonctionnement de ces missions diplomatiques? Parce qu'on sait que par le passé, il y a eu beaucoup de difficultés de gestion de ces missions diplomatiques. Aujourd'hui, le problème là est derrière nous ou pas? Le problème, on a pratiquement réglé. Je parle sous le contrôle des ambassadeurs. En tout cas, même s'ils n'ont pas reçu... Oui, qui nous écoutent. Même s'ils n'ont pas reçu la totalité du budget, ils savent que des efforts ont été faits pour qu'il n'y ait pas... Parce qu'en fait, qu'est-ce qui nous a motivés? Ma vision était claire que l'ensemble du gouvernement et du CNSP, où on reste dans la dignité, où on ferme. On ne va pas rester pour donner une image négative. Et on sait que des pays nous cherchent. Vous ne pouvez pas rester en France et faire des arriérés de location. Vous ne pouvez pas rester en France. Voilà. Donc, on a réduit là où il fallait réduire. On a ajusté pour qu'on reste dans les normes du supportable.
Il y a eu combien de cas de fermeture? On n'a pas fermé. On a réduit le personnel. Même en France? En France, on va dire, on n'a pas totalement fermé. Il y a toujours un chargé d'affaires, mais on a ramené le niveau. Pourquoi on ne peut pas fermer? Parce qu'il n'y a pas que les relations avec la France. Nous avons une diaspora là-bas. Il y a des compatriotes qui vivent voilà, là-bas. Il y a l'aspect consulaire, qui est d'ailleurs un aspect très important dans la vie d'une ambassade. Il fallait laisser cette proximité-là. Sinon, si vous fermez et qu'il n'y a personne pour faire ces prestations, notre diaspora qui est là-bas sera obligée d'aller en Belgique ou en Allemagne. On a réduit par contre, c'est vrai, ce que j'avais omis tout à l'heure en parlant des ambassades, on a réduit le niveau au niveau de la France. Et au niveau du Danemark, nous avons réduit aussi le niveau de représentation pour une raison simple. Ils nous ont écrit pour dire qu'ils ferment. Nous, on était couverts à partir du Burkina. C'est-à-dire qu'il y avait une ambassade danoise ici. Nous en avons à Copenhague. Ils ont fermé au Niger. Ça fait un moment. Mais on avait notre enveloppe de coopération. Maintenant, ils ont fermé au Mali et au Burkina. Mais ils ne se sont pas contentés de dire qu'ils ferment. Ils disent qu'ils ferment parce qu'il y a eu coup d'État. Là, la réciprocité s'impose. Voilà. Donc, et comme il y a une parfaite coordination de l'action diplomatique au lieu de l'AES, nous avons pris des mesures de réciprocité. Donc, on n'a pas fermé. Par contre, on a réduit notre ambassade au niveau de chargé d'affaires. D'accord. Donc, du point de vue financier, je pense que l'ensemble des ambassadeurs seront d'accord avec moi que des efforts sont faits. Il n'y a pas d'arrêt. D'abord, il n'y a pas d'arrêt. S'il y a des ambassades qui justifient des arrêts, c'est juste un problème de transfert. Mais je sais, moi, je veillais à la fin de l'année pour que toutes les autorisations de dépenses soient envoyées. Ça, je peux vous le confirmer. Monsieur le ministre, depuis les événements du 26 juillet 2023, certains pays ont tenté, vous l'avez évoqué tout à l'heure, d'isoler le Niger sur la scène internationale. Qu'est-ce qui a été fait pour y faire face et quel est l'état actuel de nos relations avec nos pays voisins, notamment? Pour faire face à l'isolement, c'est comme je vous ai dit, c'est-à-dire que c'est un combat de David contre Goliath. On avait 3 choix. Quand la CEDEAO a fait son embargo, il y avait la menace d'intervention militaire, on était suspendu des Nations Unies. Tous les partenaires, pratiquement, la plupart en tout cas, ont suspendu leur coopération. Les gens étaient... Il y avait des pronostics qui ont été faits, mais on les a déjoués. Parce qu'on avait 3 choix. Le premier, c'est quoi? Le premier choix, c'était de se rendre pieds et poings liés. Ouais. Le deuxième choix, c'est le choix intermédiaire, attendre l'arme au pied. Ouais. Le troisième choix, c'était de nous battre. Et cette bataille, nous l'avons gagnée. Pourquoi? Parce qu'on avait le peuple derrière nous. Dans ce genre de démarche, c'est vrai, il y a des hésitations, il y a des moments de doute. Mais quand vous regardez derrière, vous voyez le peuple qui est derrière vous, vous dites, non, je ne peux pas faire ça. Non, on n'a pas le choix. Vous n'avez plus le droit de vous arrêter. Nous, pour nous, quand j'ai dit, on a décidé, nous avons décidé de nous battre, je ne parle pas du CNSP, je ne parle pas du gouvernement, je parle du Niger. Du peuple nigérien dans son entier. Donc, on a agi à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est au plan national. Il y avait des fonctionnaires indélicats qui voulaient de l'intérieur continuer à faire en sorte de nous isoler davantage. Des Nigériens? Des étrangers, des diplomates. On les a mis dans le rang. Vous avez suivi l'histoire de l'ambassadeur de France. Et tout dernièrement. Voilà, toute la petite anecdote. Moi, quand je suis arrivé ministre des Affaires étrangères, d'abord, il ne voulait pas s'adresser à moi, il s'adressait au secrétaire général, qui était le plus haut fonctionnaire qu'il reconnaissait. Il ne reconnaissait pas le ministre? Il ne connaissait pas le ministre. J'ai tenté de lui dire de venir, il ne voulait pas me répondre. Et puis je suis parti, j'ai rendu compte au Premier ministre. Il m'a dit, mais c'est simple, officialise la demande. J'ai écrit une note verbale pour dire que je vais le voir. Et je vous assure, ce n'est pas pour lui dire de partir. C'était plutôt pour réfléchir. Comment est-ce qu'il y a de possibilités pour que... Voilà. Et il a dit, il a refusé de répondre, il a envoyé un message au secrétaire général pour lui dire je ne peux pas venir, je ne me sens pas en sécurité. J'ai dit au secrétaire général, non, il ne peut pas faire ça, il ne peut pas répondre à une note verbale. Par un message SMS. C'est un manque de respect. Dis-lui de nous répondre, même s'il ne nous respecte pas, même s'il ne nous reconnaît pas, ce n'est pas moi qui ai visé la note. Les notes verbales sont visées par le secrétaire général. C'est la structure qui a écrit à l'ambassade. Il n'a qu'à répondre. Il a répondu, et à partir du moment où nous, on voulait ce papier-là. Quand on a eu ce papier, les jeunes Nigériens ont suivi comment ça s'est passé. Après ça, il y avait d'autres cas. Certains, ce n'est pas leur faute, hein. C'est de la faute de leur structure. C'est-à-dire qu'ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Comme la coordinatrice résidente du système national. C'est une dame qui a beaucoup travaillé pour le Niger. Et personne n'avait quelque chose à lui reprocher. Mais il fallait qu'on agisse vis-à-vis des Nations Unies. On avait décidé de répondre, œil pour œil, dent pour dent. Ce n'était pas des questions personnelles. Ça n'avait rien à voir avec ces agissements. C'était sa structure.
Elle était la première responsable. Voilà, nous, on a agi de cette manière. Donc, ce qui fait que... Après, il y a eu d'autres cas. Hein, il y a eu plein de cas. Il y a l'ambassadeur de l'Union européenne, il y a eu le représentant du PAM. Tout récemment, il y a eu le CICR. Donc, ça c'était au plan interne. Il fallait faire ça d'abord. Maintenant, au plan régional, on a été suspendu de la CEDEAO. La CEDEAO est habituée à ce qu'on lui fasse la cour. Quand elle suspend un pays, c'est des délégations pour aller négocier. Nous, on a dit on ne fera pas ça. On a décidé, en toute souveraineté, de partir de la CEDEAO. Nous sommes sortis de la CEDEAO ensemble avec le Burkina et le Mali. Mais quand on est sortis, nous ne sommes pas allés nous asseoir, chacun de son côté. Non, nous avons décidé de nous mettre ensemble pour créer notre bloc. L'AES. L'AES. Pour créer notre bloc. Et ça nous a donné de la visibilité, qu'on le veuille ou non. Si aujourd'hui on est là où on est, c'est parce qu'il y a eu cette initiative-là. Si chacun était parti de son côté, on serait des cibles plus faciles. Nous avons laissé la CEDEAO tranquille. Ne croyez plus à ce que la CEDEAO était en train de faire. Ça, c'est au niveau régional. Bon, après, il y a l'UMOA, il y a l'Union africaine qui nous a suspendus. Actuellement, on est suspendus. Mais on ne fait pas la cour non plus à l'Union africaine. On ne fait la cour à personne. Y compris l'UMOA? Y compris l'UMOA. L'Union africaine, c'est encore plus vaste, plus important en termes d'intégration que l'UMOA. Mais on a décidé de ne pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'on ne se sent pas redevable vis-à-vis. Nous, on se sent redevable vis-à-vis de notre peuple. Au niveau maintenant international, c'était les Nations Unies, avec tout ce qu'on a mené comme combat pour pouvoir retrouver. Et ça nous a ouvert toutes les portes. Dès que les Nations Unies ont levé leurs sanctions vis-à-vis du Niger, c'était le boulevard. Parce que c'était la sanction la plus majeure. Au moment où il y avait ces sanctions, c'était même des pièges qu'on nous organisait. Je voulais vous donner l'exemple de la réunion de l'OCI. Vous vous imaginez une organisation comme l'OCI qui met notre délégation. Nous, on a occupé le poste là pendant le Hamid Al-Gabit. C'est ça. On nous a mis à la porte. Il y a eu des manœuvres. Des manœuvres. Et vous savez quoi? On a été aux Nations Unies, on n'a pas eu accès. J'ai parti à la réunion de l'OIF. Je préférais jouer en deux temps. J'ai laissé les experts partir. Moi, je suis parti à Casa, j'ai attendu. Le Cameroun nous a rassuré qu'il n'y a aucun problème. Mais en fait, c'était un piège qu'on nous attendait. Quand il s'agissait maintenant d'ouvrir la réunion des experts, on a empêché notre équipe d'experts d'entrer. Moi, j'étais à Casa, j'ai rebroussé chemin. Et là, quand je suis revenu, le président m'a dit, on n'ira plus aux réunions de ces organisations-là. Et on n'ira plus dans les réunions, même les organisations qui nous sont favorables, si c'est organisé dans des pays qui sont hostiles, on n'ira pas. Mais il y a eu le cas du Congo, du Congo-Brazzaville, avec la réunion de Lyon. Avec la réunion de Lyon. Cet exemple-là, ça pour vous montrer l'hostilité de ces gens. Et non fondée. C'est des gens qui ne respectent rien, aucun texte. Il y avait une réunion sur la Libye qui était organisée au Congo. Nous, on n'a rien demandé. C'est le président congolais qui a invité notre président. Bien sûr. Quand il nous a invités, le président a dit qu'il a délégué le Premier ministre. C'est sur invitation. On est parti, on est arrivé, on était dans la salle, le Premier ministre attendait qu'on lui dise de venir. Quand subitement, quelqu'un est venu, il nous a dit non. Parce que le Faki, en rentrant, il a vu le drapeau du Niger à côté de celui de lui, il a rebroussé chez nous. Il a dit qu'il ne rentre pas dans la salle tant que le Niger est là. On nous a fait sortir. Ça aussi, c'était des injonctions? C'était des injonctions. Des puissances internationales? C'est clair. D'accord. Okay. Parce que le pays a tout fait pour réparer ça. Le Premier ministre a dit aux autorités de ce pays, nous, on ne vous aurait jamais fait ça. Ton autre, c'est ton Dieu. Il a tous les droits sur toi. C'est ça. Il dit peut-être que la réunion n'aurait pas eu lieu. Mais si on invite à quelqu'un, il a même donné des exemples avec le président Tanja, où il y avait eu des cas de figure pareils. Bien sûr. Il a dit, si c'est moi qui l'ai invité, s'il ne rentre pas dans la salle, la réunion n'aura pas lieu. Et c'est comme ça qu'on est revenu. Les directives ont été données par le président et depuis ce jour-là, on s'est battu pour retrouver notre place au niveau des Nations Unies. Au niveau de la CEDEAO, on n'a pas essayé parce qu'ils ne respectent pas le texte. Au niveau des Nations Unies, au moins, on sait que les textes vont être respectés. Ils sont obligés. Mais à la CEDEAO, c'était peine perdue. C'était peine perdue. Puisque tout ce qui a été fait était en dehors des textes. Donc on s'est dit, ce n'était pas la peine de perdre de l'énergie sur ça. Trouvons plutôt une autre solution. Donc, pour augmenter la visibilité, nous avons renforcé notre participation aux réunions qui nous sont permises. Mais à la différence que cette fois-ci, nous ne partons pas aux réunions pour assister. Nous partons aux réunions pour être vus. Parce qu'on savait qu'on avait un problème de visibilité. Bien sûr. À chaque réunion, le souci qu'on avait, c'était de porter le message du président du CNSP, le message du président du Niger. Et on a arrêté de façon définitive avec les pays de l'AES
on n'ira à aucun forum. D'abord, on a interdit au pays de parler de nous en notre absence. C'est comme si vous voulez raser la tête de quelqu'un à son absence. Ça ne se fait pas. Si vous voulez parler du Sahel, il faut que nous soyons là. Bien sûr, bien sûr. Et toutes les réunions auxquelles nous sommes invités, nous exigeons qu'il y ait un panel sur l'AES. Et c'est ça la visibilité. Aujourd'hui, si le label AES, à moins d'un an et partout en Afrique, c'est parce que aussi, je ne dis pas que c'est uniquement à cause, mais c'est parce que aussi, nous avons eu des actions pour augmenter la visibilité. Bien sûr. Vous pouvez assister à 1000 réunions et ne pas être visible. Effectivement. Voilà. Donc, je ne vais pas perdre le temps en citant les réunions auxquelles il y en a beaucoup. Voilà. D'accord. Monsieur, on va poursuivre cet entretien. On parle de coopération gagnant-gagnant qui privilégie les intérêts du Niger et respecte la souveraineté nationale. Quels sont les efforts déployés dans ce sens, en rapport notamment avec la diversification des partenaires? La consigne que j'ai reçue du chef de l'État et du Premier ministre, c'est dans notre coopération, il y a 3 préalables. 1, il faut respecter la dignité de notre peuple. 2, le libre choix des partenaires. Le 3, c'est les intérêts. Il faut toujours mettre en avant l'intérêt de notre pays. Ce qui a peut-être manqué ces quelques dernières années ou pas? Je pose la question. C'est clair que ça a manqué. Ça a manqué. Je vais en arriver là. Parce que qu'est-ce qu'on a fait? Nous, quand on est arrivé, tous les accords que nous avons avec les partenaires, on les a audités. Et on a vu ce qu'on a vu. Tout ce qui était nuisible, on a dénoncé. Et nous ne sommes pas allés chercher de nouveaux partenaires. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons redynamisé la coopération empêchée. Il y avait des pays avec lesquels... Coopération empêchée. Oui, il y avait des pays qui avaient un potentiel, mais qui étaient infréquentables pour nous. On ne peut pas aller les voir. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y avait des injonctions de ces puissances. On nous a empêchés d'aller vers. D'aller, voilà. Je suis des affaires étrangères, je sais de quoi je parle. D'accord. Nous avons voulu casser en deux notre stratégie. La première démarche, c'est de redynamiser, consolider ce qui existe déjà. Et après, aller chercher. Il y avait des partenaires qui étaient là, mais on n'avait que des relations politiques. Alors qu'ils avaient un potentiel d'investissement. Et qui sont ces pays, si on peut savoir? Il y a l'Iran. Il y a la Russie. La Turquie. Il y a l'Égypte. Il y a le Maroc. Il y a le Togo. On a renforcé notre coopération avec ces pays-là. Et on a diversifié les domaines. Maintenant, la deuxième phase, ça sera la recherche de nouveaux partenaires. Et dans notre stratégie, nous avons en perspective les BRICS. Le B, c'est pour le Brésil. Le R, c'est pour la Russie. Le I, c'est pour l'Inde. Le C, c'est pour la Chine. Et le S, c'est pour l'Afrique du Sud. C'est un groupe qui prend une autre vision de la coopération, qui s'est élargi à certains pays comme l'Arabie Saoudite. Tout à l'heure, quand j'ai parlé des pays avec lesquels on a renforcé, il y a les Émirats, il y en a plein. On est à quel niveau de la démarche pour les BRICS? C'est une perspective. Donc là, ça fait partie de notre perspective pour 2025. Parmi ces pays, il y a des pays comme la Chine, comme la Russie, comme l'Inde. Peut-être l'Inde pas suffisamment, mais on va le faire, avec lesquels on a déjà une coopération. Mais on veut prospecter du côté des autres avec lesquels on n'a pas de coopération. Et on n'a pas de coopération poussée. Et je vous assure qu'on sait qu'il y a du potentiel là-bas. Parce que notre pays, c'est un pays riche. C'est un pays riche. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est la sécurité. Je vous assure, les gens seront surpris si aujourd'hui on arrive à mettre fin à cette insécurité qui est entretenue, voilà, qui est entretenue sciemment. C'est pour faire peur aux bailleurs, c'est pour faire peur aux investisseurs. Il n'y a rien qui puisse résister à la volonté d'un peuple. Moi, je suis convaincu qu'on aura gain de cause. D'accord. Voilà, monsieur, pouvez-vous nous dire quels sont les tenants et aboutissants de la politique étrangère du Niger? Vous avez parlé de ça un peu de façon éparse. Est-ce qu'on peut être plus précis? Les tenants et aboutissants de la politique étrangère du Niger. Vous savez, les tenants et aboutissants d'une politique, il y a des principes généraux. Il y a des idéaux, des principes généraux qui sont là, qui sont contenus dans la Charte des Nations Unies, la Charte de l'Union africaine, la Convention de Vienne. Ils tournent autour de l'aspect de l'intégrité, la non-ingérence dans les affaires intérieures, le multipartisme. Ce sont des principes généraux. Maintenant, au niveau de chaque continent, en fonction des orientations, il y a des principes continentaux également. C'est comme ça qu'en Afrique, la plupart des pays, comme le Niger, on prône l'intégration africaine, on prône le bon voisinage, nous prônons le respect des frontières héritées de la colonisation et de non-ingérence dans les affaires intérieures. C'est à cela que tient notre politique. Tout ça, ça doit aboutir à quoi? Ça doit aboutir à faire développer notre pays. Et c'est là que vient la vision du pays pour donner des orientations, pour donner des directives, la stratégie à mettre
pour pouvoir dérouler notre politique étrangère et la mettre au profit du développement de notre pays. Pour résumer, les principes, ce sont les tenants de notre politique étrangère. Ils viennent de principes généraux que j'ai cités tout à l'heure de la diplomatie. Maintenant, les aboutissants à quoi doit aboutir? Il doit justement aboutir à développer. Tout ce qui existait avant n'était pas mauvais. Moi, je ne dirais jamais ça, parce que j'ai travaillé. Et tous les fonctionnaires qui sont là, ils ont travaillé pour... on ne va pas dire que tout ce qui a été fait depuis l'indépendance à cette date, ce n'est pas bon, mais il faut prendre dans ça là, ce qui est bon, jeter justement ce qui n'est pas bon, et puis maintenant essayer d'améliorer. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. D'accord. Voilà. Et c'est pourquoi, pour le partenariat, on ne s'est pas préoccupé pour le moment de chercher de nouveaux partenaires. On s'est plus préoccupé à mieux exploiter ce qui existe. Parce que ça demande moins d'efforts, ça demande moins de ressources. Déjà, vous avez les accords, vous avez tout. Il suffit seulement... Tous les accords, avec tous ces pays-là, nous avons les accords, ils sont là. Mais ils ne sont pas mis en œuvre parce qu'on nous a dit de ne pas le faire. C'est ça. Et c'est le même jeu qu'on a voulu nous jouer. Tout récemment, on était parti en Iran. Mais les gens ont des difficultés pour comprendre que ça a changé. Vous avez vendu l'uranium à l'Iran. On a dit si on doit vendre l'uranium à l'Iran, il y a rien qui nous empêche. On ne va pas le faire sous la table, on va le faire devant tout le monde. Ça devienne que pourra. Tout à fait. Au stade actuel, est-ce qu'il y a des obstacles qui freinent la mise en œuvre de cette nouvelle diplomatie? Oui. Est-ce qu'il y a des obstacles? Les seuls obstacles, c'est les partenaires qui ne veulent pas respecter notre dignité. Quelqu'un qui ne veut pas respecter notre dignité, on ne traite pas avec lui. Le deuxième aspect de votre question, le voisinage avec les pays, nous en avons 7. Notre coopération s'est renforcée depuis le 26 avec les 5. Je vais parler du Burkina, le Mali, vous savez pourquoi. Bien sûr, il y a le Tchad, il y a la Libye, il y a l'Algérie, on a été dans tous ces pays. Les 2 pays où on avait des problèmes, c'est le Nigeria et le Bénin. Et le Bénin. Et c'est des pays qui ont fait du zèle dans la mise en œuvre des sanctions de la CEDEAO. Mais ce sont des voisins. On n'a pas le choix. Ce n'est pas comme un voisinage entre individus où vous avez un voisin qui est bruyant, le lendemain vous prenez vos clics et claques, vous partez. Là, il s'agit d'un pays, un pays ne déménage pas. Nous avons perdu confiance à ce pays. Nous sommes en train de travailler pour ramener la confiance. Parce qu'on ne peut rien faire sans la confiance. Ça ne sert à rien d'être ensemble si on se soupçonne. On peut espérer une amélioration justement de relation avec ces 2 pays dont vous venez d'évoquer, à savoir le Bénin et puis le Nigeria. Puisque le Bénin a envoyé un ambassadeur, il a présenté ses copies figurées, nous avons accrédité un ambassadeur au Bénin. Et tout ça, c'est dans la perspective. Au Nigeria, nous faisons de même. Et parmi tous les pays du monde, il n'y a que l'ambassadeur du Nigeria au Niger qui est resté quand le président Tinubu est venu. Il a rappelé tous les ambassadeurs. Et un an après, il n'y a aucun ambassadeur. C'est le seul, compte tenu du contexte. Lui-même, il a été rappelé, après on lui a dit de rester. Donc c'est pour dire qu'il y a des efforts qui sont là. On a reçu des délégations du Nigeria, même des délégations militaires qui sont venues. Moi, j'ai reçu plusieurs fois des délégations des affaires étrangères. Nous sommes en pourparlers. Et tout ça doit aboutir à la restauration de la confiance. Ça sert à quoi d'être avec quelqu'un à qui vous n'avez pas confiance? Bien sûr, bien sûr. Quand il fait quelque chose, vous êtes obligé de creuser pour voir s'il n'y a rien en dessous. Bien sûr. Monsieur le ministre, on va insister un peu. Quelle est votre stratégie pour conduire la politique étrangère de notre pays conformément à la vision du chef d'État? La stratégie, vraiment. Je vais vous dire, notre rôle, c'est de mettre en œuvre la vision du chef de l'État. Elle est articulée autour de 4 axes. D'accord. Il y a la sécurité, et la cohésion sociale, il y a la bonne gouvernance, la production agricole pour assurer l'autosuffisance alimentaire et les réformes sociales. Nous avons demandé à tous nos partenaires. Aujourd'hui, on a repris notre coopération avec l'essentiel, la plupart de nos partenaires. Il y a encore des hésitants? Il y a des hésitants, l'Union européenne, mais au sein même de l'Union européenne, il y a des pays qui se sont désolidarisés, qui continuent leur coopération avec nous. Mais en tant que structure, elle est suspendue. On a des négociations en vue. Ils nous ont envoyé, ils ont dit qu'ils veulent négocier. On a dit qu'il n'y a pas de problème. Et mieux, je vais vous dire, il n'y a pas que l'Union européenne. Tous ces pays-là, même les pays avec les pays qui ont suspendu notre coopération. La dernière fois, j'étais là, il y a la déléguée suisse pour le Sahel qui m'a appelé. Elle m'a dit qu'elle veut me voir. J'ai dit d'accord, mais je suis en train d'aller à Bamako puisque c'est pas mieux qu'on se retrouve là-bas comme ça. Elle a dit d'accord. Elle représente, il y a 152 pays à travers le monde qui ont des représentants pour le Sahel. Pourquoi cet intérêt-là? Et moi, je lui ai dit, pourquoi cet intérêt? Le Sahel, vous ne voulez pas aider. Mais pourquoi vous vous intéressez à nous? Elle m'a dit non, pourquoi vous dites? J'ai dit, vous ne voulez pas aider parce que même on ne vous a rien demandé cadeau. Même les armes, vous ne voulez pas nous vendre. Nous sommes en train de nous battre contre des terroristes.
Même les armes qu'on a achetées, on refuse de nous les livrer. Ça, le ministre de la Défense essaie de Comment est-ce que vous préciser voilà. ici sur ce plateau. Voilà. Comment est-ce que vous voulez que moi je croie que je représente un intérêt pour vous, si ce n'est pas dans le sens négatif? C'est ça. Si même les moyens pour que moi je me défende, je n'ai pas dû de me donner cadeau. J'ai mon argent, je vais payer, vous me dites non, je ne peux pas. Et au nom de quel principe? Voilà, au nom de quel principe? On lui a posé cette question, on a dit bon, toujours est-il, c'est pas mauvais de... C'est notre rôle, les diplomates, c'est pas mauvais d'échanger, mais on n'ira pas chez vous. C'est vous qui avez besoin de nous. Vous choisissez Niamey, Bamako, Ouaga. Si vous êtes d'accord, on se retrouve là-bas pour discuter. Mais nous, on n'ira pas chez vous parce qu'on ne voit pas l'intérêt. Mais vous qui avez un intérêt, qui voulez comprendre, parce que c'est ça, comprendre pour m'aider selon eux, et venez et puis on va le faire. Donc, on a dit à l'ensemble de nos partenaires, dans tous bilatéraux et multilatéraux, tout ça que vous avez comme programme, il faut intégrer la vision du chef de l'État. C'est une exigence. Celui qui ne veut pas, on n'a rien demandé à personne. Et heureusement, la plupart sont d'accord avec nous. Parce qu'ils connaissent la justesse de ce que nous sommes en train de faire. Vous ne pouvez pas être là-bas, dessiner des programmes et venir nous les imposer. Alors que nous avons des plans, des programmes que nous avons conçus en tenant compte de la réalité. Au niveau des ambassades, nous avons fait une note de cadrage qu'on a envoyée à toutes les ambassades pour leur dire désormais voilà le cadre dans lequel vous devez conduire notre politique étrangère. Hormis cette note, nous avons systématisé les commissions mixtes. Elles existent pour la plupart des pays, mais ça fait 10 ans, 12 ans, 20 ans pour certaines qui ne se sont pas réunies. Or, c'est un cadre unique pour pouvoir planifier une coopération et avoir une feuille de route. Nous avons systématisé les commissions mixtes. Nous avons systématisé la mise en place des comités au retour de chaque délégation. Lors des échanges de délégations, il y a beaucoup de délégations qui sont venues au Niger. Nous sommes également partis. Chaque fois qu'une délégation vient ou que nous revenons, il y a un comité qui est mis en place pour suivre justement ce dont on a convenu. Nous sommes en train de renforcer la formation de nos personnels. Il y en a qui sont dans leur formation se passe à l'extérieur, mais nous formons aussi. Il faut dire à ce niveau que beaucoup de cadres, d'anciens cadres sont partis déjà au niveau des affaires étrangères, ce qui pose problème. Absolument. Voilà. Donc, nous avons des formations. Actuellement, il y a un atelier qui est en cours pour former nos agents en protocole, en technique de négociation et en rédaction diplomatique. C'est sur fonds propres. On n'a rien demandé à quelqu'un. C'est les fonds propres de l'État du Niger. C'est sur ces fonds propres que nous sommes en train d'organiser. Nous avons eu la collaboration des Algériens. Nous avons décidé de mettre des enseignants à notre disposition à titre gracieux, mais sinon, c'est vraiment à titre, c'est sous fonds propres qu'on est en train de le faire. Parce qu'il faut des cadres de qualité. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et monsieur, pour finir, quelle garantie aujourd'hui vous pouvez donner qu'à partir d'aujourd'hui, les choses vont aller en mieux au niveau des affaires étrangères, au niveau des cadres centraux et au niveau des ambassades? Parce que souvent, il faut le dire, souvent c'est ce qu'on reproche à la diplomatie, c'est un peu lent ce que les gens font. Souvent, les gens ne sont pas réactifs. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez donner comme garantie pour que cette diplomatie soit vraiment très vive? La garantie que je peux donner, c'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire en mettant les comités. Voilà. Parce que quand vous responsabilisez, il y a un devoir de rendre compte. Bien sûr. Quand une délégation arrive, on discute, elle s'en va. On met dans les tiroirs, on oublie. Mais quand vous désignez quelqu'un, vous dites qu'au niveau des affaires étrangères, c'est toi le responsable. Et il doit convoquer l'ensemble des ministères concernés à faire un compte rendu. Je vous donne un exemple, celui de la Turquie. Ils sont venus ici, près de 8 ministres. C'est une délégation de près de 70 personnalités qui était arrivée. On est allé à travers tous les domaines. Nous, après, on a mis en place un comité. Ce comité-là, il a travaillé depuis lors. Vers le 20, on aura notre commission mixte. D'accord. Et nous avons un tableau de bord. On sait à chaque agent, pour ne pas oublier, à chaque agent, on sait ce qu'on lui a confié. Et il y a un timing. Il sait qu'à telle date, il doit rendre compte à telle date. S'il ne le fait pas... Donc il y aura le suivi désormais. Il y aura le suivi désormais au niveau de ça. Ce n'est pas seulement au niveau de ça. C'est que moi-même, je suis suivi. D'accord. Moi-même, je suis suivi. Tout le temps, le Premier ministre, le Président me demande où est-ce qu'on en est avec telle chose. Donc, ce qui fait que c'est vertical. Je suis obligé de suivre parce que moi-même, je suis suivi. Monsieur le ministre, on va évoquer une question tout aussi importante. C'est par rapport à la gestion de la diaspora. On sait qu'il y a des fortes communautés des Nigériens à l'extérieur. Quelle stratégie ou initiative avez-vous mise en place pour favoriser et améliorer la contribution de cette diaspora? La diaspora. Oui. Vous
savez, on accorde une importance particulière, pas seulement le Niger, c'est l'ensemble des pays africains. Ils accordent une importance particulière à la diaspora. C'est pourquoi, même au niveau de l'Union africaine, la diaspora elle est considérée comme une région. Nous, au Niger, c'est la 9e région. Oui. De tout le temps, la diaspora était associée à toutes les questions majeures qui concernent le Niger. Quand je dis à tout temps, je veux dire à partir de la conférence nationale. Parce que c'est à partir de la conférence, le Haut Conseil des Nigériens de l'extérieur, et l'émanation de la conférence nationale. Mais il ne marche plus ce Conseil des Nigériens de l'extérieur là. depuis un moment, il faut le dire, ça ne marche absolument, plus. Voilà. Absolument, je vais arriver là et je vais vous dire pourquoi ça ne marche pas. Voilà. Je vais vous le dire. En 2004, la première assemblée constitutive, la première et dernière que ce conseil a tenue, c'était en depuis lors. 2004. 2004. Depuis lors, silence radio, 21 ans. Et pourquoi? Il est assis. D'abord, ce Haut Conseil, je vais dire comment il est organisé. Il y a un secrétariat permanent. Les assemblées, c'est chaque 4 ans. Il y a un secrétaire permanent qui est logé au niveau des affaires étrangères. C'est lui qui doit suivre les activités. Et le Haut Conseil dispose de bureaux pratiquement dans tous les pays où nous avons des ambassades. Mais depuis lors, c'est le silence radio. Pourquoi? C'est vrai, il y a certainement la faute de la structure permanente qui est là, et c'est dû au fait des hommes politiques. Des hommes politiques. Ça a été politisé. Donc ceux qui sont à la tête de cette organisation-là, de ce conseil-là, on ne veut plus les changer parce qu'ils sont favorables aux autorités. Parce que les autorités en place ne sont pas sûres qu'en renouvelant, leurs gars vont revenir. Et ils financent les partis, c'est ça? Ils financent les partis politiques. Ils financent les partis politiques. Nous, ce qu'on a essayé de faire, d'abord, on a essayé de les rassurer. Et vous avez vu comment ils ont réagi. C'était en fait un événement inespéré. Nous avons donné des instructions qu'au plus tard, le 30 avril prochain, tous les bureaux doivent être renouvelés. Tous les bureaux? Tous les bureaux. D'accord. Maintenant, au niveau de la structure nationale, où il y a un président et un vice-président par continent, nous allons tout faire pour organiser la prochaine assemblée. Parce que là, ce n'est pas au niveau local que ça se fait. C'est l'ensemble de la diaspora qui se retrouve ici au Niger pour renouveler le bureau. Ça demande des moyens, ça demande une organisation. Et on attend que ce bureau-là soit mis en œuvre d'ici avril. On va faire le point et puis on va programmer l'AG. Et vous avez vu, pour le fonds de solidarité, ils ont quand même contribué fortement 750 millions. Bien sûr, bien sûr. Les renouvellements, là, ça va se faire comment? Au niveau de chaque pays où nous avons des ambassades, il y a normalement un bureau du Haut Conseil de Nigeria. Ce sont ces bureaux qui vont être renouvelés. Qu'est-ce qu'on a dit? Ils ont leur statut et leur règlement intérieur, donc ils vont se faire conformément au texte. Et nous savons que c'est en œuvre parce que nous recevons des correspondances pour dire ici on a telle chose, on n'a pas telle chose, qu'est-ce qu'il faut faire, quelle est la conduite à tenir. Parce qu'on a dit aux gens, il faut faire attention. Vous devez faire les choses conformément au texte. Je vous garantis que d'ici le 30 avril, toutes les structures seront renouvelées. Le bureau national, on fera tout pour le mettre en place. Là, en ce moment, je pose la question parce que je sais de quoi je parle. Là, en ce moment, ni le ministère des Affaires étrangères, ni les ambassades ne vont pas s'impliquer dans l'élection de ce nouveau bureau parce qu'avant, c'était comme ça. Et le ministère et les ambassades s'impliquent et désignent par avance les représentants, ce qui n'est pas normal. C'est pourquoi j'ai parlé de politisation. Cette fois-ci, on a clairement indiqué à nos ambassades qu'elles ne font pas partie. Elles sont là pour superviser. C'est tout. C'est tout. Elles sont là pour superviser. Les ambassades sont là pour superviser. Tout se fait avec tous. Et même le financement des élections, là, c'est la cotisation des membres. Donc à partir du moment où on ne les finance pas, comment est-ce qu'on va s'impliquer? Parce qu'on sait, même maintenant, il y a les politiciens, ils continuent à... ils continuent toujours. Donc à agir dans l'ombre. Donc nous, on a dit, vous ne vous mettez pas dedans. Vous ne vous mettez... Et celui qu'on prendra il y aura des sanctions. C'est clair. C'est risque et péril. C'est clair. Ça nous permettra de les redynamiser. Parce que vous savez, la diaspora, c'est à travers la diaspora qu'on arrive à attirer les investissements. C'est à travers la diaspora qu'on fait le transfert de technologie, le transfert de connaissances. Quand nos étudiants partent dans des pays où, quand ils arrivent nouvellement, c'est généralement la diaspora, le premier endroit où ils posent le pied, c'est la diaspora, c'est des structures d'accueil qui existent. Et quand il y a des décès, quand il y a des cas sociaux, moi j'ai vu des cas où des Nigériens sont décédés, c'est la diaspora qui a cotisé pour ou rapatrier le corps ou bien pour acheter une place dans les cimetières. D'accord. Monsieur le ministre,
Il y a un autre détail que je profite, parce que j'ai le ministre quand même des Affaires étrangères sur le plateau. Et par rapport à la visibilité du Niger, qu'est-ce que vous en faites? Parce que par le passé, il y a quand même des attachés de presse qui font cette visite, donc je sais de quoi je parle là aussi. Le poste depuis un annulé, moment, c'est ça. ça a été carrément supprimé. Et comment aujourd'hui, monsieur le ministre, on peut faire de la visibilité sans ces attachés de presse au niveau des envois? Qu'est-ce que vous en pensez? Absolument. Voilà. Je suis d'accord avec vous et on l'a ressenti. Vous l'avez ressenti? On l'avait ressenti. D'accord. Pourquoi? Parce qu'à un moment, on avait besoin de relais. Ces pays nous étaient inaccessibles. Ces pays occidentaux et tous ces pays qui nous étaient hostiles. Si on a pu dérouler notre diplomatie sécuritaire, c'est parce qu'on avait des attachés de défense dans certaines ambassades. Et même si les moyens manquent ou bien ces pays nous sont inaccessibles, à partir du moment où je donne un exemple, ce n'est pas forcément le bon, on peut avoir des attachés de défense en Allemagne, en Belgique. Mais au niveau des attachés de presse aussi, on avait un moment besoin de relais. Tout à l'heure, je disais que dans le cas de la visibilité, je devais le souligner peut-être, c'est la télévision en ligne de l'AES. Oui. Donc si nous avons des attachés de presse, si on avait des attachés de presse, je suis sûr que on ne se serait pas dérangé pour forcer, pour faire du forcing et vouloir aller à certaines rencontres. Et tout ce qu'on fait, même pas pour ces pays, pour notre diaspora. Et d'ailleurs, c'est le plus important pour nous. Je vous dis, nous, je sais que la diaspora, c'est voilà, on peut réduire les postes. Mais il y a des pays où il nous faut forcément, de la même manière qu'on a des attachés militaires, de la même manière qu'on a des attachés commerciaux, de la même manière qu'on a diminué le poste des attachés académiques, et nous devons avoir des attachés de presse dans certains postes. On peut espérer à la réouverture de certains postes d'attachés de presse très bientôt. Je verrai avec le Premier ministre, le ministre des Finances. Parce que c'est le nœud de la guerre. D'accord. Monsieur le ministre, avant peut-être de passer à l'autre question, parce que vous avez évoqué le rôle que la diaspora vraiment joue, et on a vu avec la contribution au niveau du Fonds de solidarité. Mais cette même diaspora aujourd'hui, elle se plaint qu'elle est sous-représentée dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui, depuis l'avènement du 26 juillet. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en train de nous organiser. Je vais vous dire, le recensement est très pauvre de notre diaspora. Moi, je sais de quoi je parle. D'accord. Or, nous, on a institué un recensement pour qu'on ait la liste, pas seulement les noms, prénoms où la personne est née, mais la compétence. La compétence. De toute sorte que quand on a besoin d'expertise, on a fait appel, je vous assure. Je vous prends un exemple. Vous n'en avez pas trouvé? Je vous prends un exemple. Si, voilà. On a identifié et qu'on est en train d'aider. Moi, je me rappelle, j'étais avec le Premier ministre en Turquie. Il y a un jeune Nigérien qui est venu nous montrer comment vous pouvez mettre 2 watts et que ça sorte 6. Il a conçu un appareil où vous faites rentrer 2 watts à l'entrée. C'est 2 watts, mais ça sort out. C'est 6. C'est triplé. Et ce n'est pas le seul cas. Nous avons eu des cas où des Nigériens sont venus nous montrer leur expertise en culture irriguée. Si vous prenez le domaine pétrolier, vous savez que jusqu'au 26, on n'avait aucune expertise pour faire. Quand on voulait faire notre pétrole, on n'avait que 3 solutions. Il n'y a que 3, pas plus. 1, ou bien vous demandez à vos partenaires, en l'occurrence la Chine, de le vendre pour nous. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. En tout cas, en se basant sur le cas de Areva de l'uranium, ce n'est pas une bonne chose. C'est un mauvais exemple. L'expérience qu'on a suivie n'a pas été concluante. Ou bien, vous avez des expertises nationales qui vont le faire, ou vous faites appel au trésor. On n'a pas d'expertise, donc on n'avait que 2 choix. Ou les Chinois le vendent à notre place, ou bien on donne aux traders, qui ne sont pas des enfants de cœur. Bien sûr. Et là, partout où on part, on essaie de dénicher. Et on en a déniché. Il y en a qui sont prêts à revenir. On attend justement que ça commence. Ils ont dit, moi, si vous me donnez les avantages que j'ai ici, je ne demande plus. Parce qu'en général, on quitte son poste pour quelque chose de meilleur. Mais eux, ils sont prêts à quitter dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que si on met, ils demandent les mêmes conditions, mais c'est le patriotisme qui va peser. Bien sûr. Je trouve que c'est un effort qu'ils font. Et on attend que la chaîne de valeur du pétrole soit déroulée, et on va faire appel à eux. Le grand programme pour l'irrigation qui va commencer, on va faire appel à l'expertise. On n'ira pas prendre... On a vu ce que c'est. On avait le P5 pour la production d'électricité. Tout était fin prêt, il devait être mis en marche. Quand il y a eu le coup d'État, ils sont partis. Maintenant, on a des problèmes pour redémarrer. Pensez-vous que si c'était des Nigériens... Parce que ces gens-là, c'est une société allemande, mais les gens qui travaillent sont des Français. Ils ne veulent plus revenir. Et le problème, c'est qu'il y a un code, ils ont un code, même si vous amenez des personnes ailleurs, tant qu'ils n'acceptent pas de mettre le code. Et voilà. Et si vous forcez, vous démarrez, ça claque, ils vont dire que ce n'est pas de leur responsabilité. Si quelque chose... Voilà. Donc, c'est clair, nous sommes dans ce processus d'identification.
On va faire appel à eux. On va avancer, hein. Monsieur le ministre. Le Niger a quitté définitivement la CEDEAO. Et de façon irrévocable. Et de façon irrévocable et irréversible. Voilà. Quels sont alors les efforts entrepris pour rendre opérationnel et dynamique notre nouvelle confédération AES? L'AES, c'est uniquement un pacte de défense. Au début. Au début. Dans notre marche, on s'est tout de suite rendu compte qu'il n'y a pas de sécurité sans développement, il n'y a pas de développement sans sécurité. C'est lié. C'est ça. Vous ne pouvez pas faire de la sécurité sans développement. On a ajouté 2D. On avait déjà le D de développement, on a ajouté la sécurité, on a ajouté la diplomatie. Ce qui fait que maintenant l'architecture, et ça a donné lieu à la Confédération des États du Sahel. La Confédération, elle est née le 6 juillet, ici à Niamey 2024. Ça fait moins d'1 an. Elle est bâtie sur 3 fondements. La défense, la sécurité, la diplomatie et le développement. Tous ces axes-là ces 3D-là sont opérationnels. Nous avons une armée unifiée. Nous avons une parfaite coordination diplomatique. Je ne fais rien sans consulter. Ouais. Même ici, avant de rentrer tout à l'heure, j'ai appelé l'ambassadeur de Burkina pour le consulter sur un truc que je dois faire demain. C'est ça. Je lui ai dit comment ça s'est passé au Burkina, comment ça s'est passé au Mali. Il m'a dit. Donc c'est pour vous dire qu'on ne fait rien. En tout cas, tout ce qui est question majeure, on coordonne. Nous faisons des appels téléphoniques, nous faisons des visioconférences et les nombreuses réunions. Nous avons un passeport diplomatique. Nous avons une télévision, nous avons une radio, nous avons un projet à Bretel, Ouaga Niamey, nous avons l'autoroute, nous avons une banque d'investissement et tout ceci. Donc, ce qui fait que les 3D sont opérationnels aujourd'hui. Concernant le passeport diplomatique dont vous avez évoqué, hein, on a vu pour les 2 autres pays, mais jusqu'ici... Le passeport, ce n'est pas seulement le passeport diplomatique. Le passeport de manière générale. On a vu pour les autres pays, mais jusqu'ici on n'a pas vu pour nous. Ça sera pour quand? Comment essayer effectivement d'éditer ce passeport hein, pour éviter les problèmes qu'on a connus par le passé, hein, parce qu'on a su aussi cette question de passeport souvent, la manière dont c'est fait souvent, je vais vous dire, on a 2 options. Quelle est la garantie aujourd'hui qu'on va faire un bon passeport aujourd'hui? On a 2 options. Lesquelles? La première option, c'est que c'est un passeport qui a tiré sa souche, essentiellement du passeport burkinabé. Parce que le passeport CEDEAO burkinabé, le contrat qu'ils avaient avec la compagnie arrivait à terme. Donc au lieu de renouveler, puisqu'on est sorti de la CEDEAO, ils ont conçu un nouveau passeport uniquement burkinabé. Ouais. Et maintenant, quand il s'agit de faire le passeport confédéral, on s'est dit pourquoi aller chercher loin si déjà il y a un pays qui a un type de passeport. Donc, on l'a amélioré, c'est clair. La première offre qu'on a, c'est cette même société qui confectionne les passeports burkinabés. C'est la loi des grands nombres. On en produit 100 pour le Burkina, c'est un exemple. Si le Mali veut, ça fera 200. Si le passeport coûte 500 avec la loi du grand nombre, ça sera 400. Si le Niger s'ajoute, ça sera 200. Parce que, voilà, la loi du grand nombre. Donc, ça, c'est la première offre. La deuxième offre, que chacun le fasse avec ses propres partenaires. Rien n'exclut ça. L'essentiel, qu'il y ait des garanties. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? Même la semaine passée, j'étais en réunion avec les gens qui éditent les passeports. Ils sont venus, ils ont eu des rencontres avec le ministère de l'Intérieur. Ils ont eu des rencontres avec le Premier ministre. Moi, je les ai reçus. On leur a dit ce qu'on leur reproche comme greffe. Voilà. Et ils ont pris l'engagement que si on renouvelle le contrat, ils vont corriger tout. C'est les mêmes partenaires qu'avant? C'est une offre. Une offre, d'accord. Voilà. Le contrat va arriver à terme. D'accord. En mars, je crois. Donc, on est dans la perspective de renouvellement du contrat. On leur a dit sur quoi on n'est pas content. Ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Voilà. Ils ont dit, non, on est d'accord, ça n'a pas marché, mais on peut vous donner la garantie qu'on va corriger ça. Donc, maintenant, c'est une question de rapport qualité-prix. Bien sûr. On va voir. Donc tout est ouvert. Voilà, tout est ouvert pour ce marché. Et pas seulement l'offre du monsieur qui confectionne le passeport burkinabé ou celui du Niger. D'autres peuvent faire des offres. C'est un marché ouvert. C'est la concurrence et c'est ça qui nous permet d'avoir la meilleure offre. Pour finir cet entretien, monsieur le ministre, à quand la conférence des ambassadeurs? La conférence des ambassadeurs. En fait, parce que là aussi, c'est un autre problème. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de cette conférence des ambassadeurs. La conférence des ambassadeurs, c'est l'appellation courte, l'appellation longue, on dit la conférence de l'administration diplomatique et consulaire. Elle existe dans pratiquement tous les pays. La dernière, elle date de 2007. On est en 2025 quand même. Voilà. Elle sert à quoi cette conférence? C'est un cadre de réflexion et d'échange pour l'ensemble des missions diplomatiques et post-consulaires. Ils se revoient, ils se réunissent pour autopsier
la diplomatie, voir ce qui a marché, ce qui a moins marché, ce qui n'a pas du tout marché, et faire des propositions. Ou même si tout a bien marché, donner de nouvelles orientations. Ce cadre-là, il s'est réuni 7 fois depuis l'indépendance. 7 fois seulement? 7 fois. Seulement, c'est bien dit. Voilà, seulement. Et alors que la fréquence, c'est tous les 2 ans. Ouais. Donc là, quand vous prenez 2007 à aujourd'hui, il faut un calcul rapide vous permettra de comprendre combien de sessions on a sauté. Donc, aujourd'hui, cette conférence, elle s'impose plus qu'avant. Ouais. C'est carrément une nouvelle orientation qui est donnée à notre politique étrangère. Où il y a des axes qui sont là, qui n'existaient pas, qui existaient avant, mais dont on ne tenait pas compte. Bien sûr. Dont on ne tenait pas compte. Je vous donne un exemple simple. Avant les délégations, quand elles arrivaient, c'est les autorités nigériennes qui s'accommodaient au programme de délégation. Quand quelqu'un veut venir, il écrit, il dit je veux venir, je veux voir tel ministre, il prend son avion, il vient, vous êtes obligé de vous accommoder parce que c'est votre étranger. Et les ambassadeurs ici, ils téléphonaient au ministre pour aller voir un ministre. Il y a 2 semaines, il y a un ancien des affaires étrangères, il est rentré dans mon bureau, il me dit, petit frère, je suis fier de ce qui est en train de se passer au Niger. J'ai dit, pourquoi? Il dit, j'ai rencontré l'ambassadeur d'une puissance dans le bureau du directeur du protocole. C'est inimaginable. Ah oui, voilà. Ah oui. Il dit, c'est inimaginable. Ah oui. Ah oui. À mon temps, je n'ai jamais vu ça de toute ma carrière. Il dit, ces gens, ils ne parlent même pas au ministre. Aujourd'hui, lui, il est parti, il a trouvé assis dans le bureau. Donc, c'est toutes ces valeurs qu'il faut intégrer. Le respect est imposé. Le respect est imposé. Ça sera pour quand cette conférence d'ambassade que tout le monde attend aujourd'hui? Ça sera pour quand? Je verrai avec le Premier ministre, le ministre des Finances. D'accord. Vous ne voulez pas vous prononcer? C'est le nœud de la... D'accord. Mais c'est important, vous l'avez dit, et il s'impose. Et le Premier ministre, il est favorable, et le Premier ministre, le Président, ils sont tous favorables à tout ce qui... Quand vous voyez qu'ils refusent quelque chose, c'est que ça n'a pas d'intérêt. Mais tout ce qui va dans le sens... Je vous dis franchement, en toute sincérité, tout ce qui va dans le sens de l'affirmation de notre souveraineté vient avant tout. Notre souveraineté, notre dignité. On peut dire il y a un attachement incroyable à faire ressortir, parce qu'on l'a perdu en fait. On peut dire aujourd'hui que les choses bougent aux affaires étrangères. Ah oui, bien sûr, la diplomatie nigérienne se porte bien, quoi que disent les gens. Parce qu'en fait, vous savez, la diplomatie, ce ne sont pas les réseaux sociaux. Ce ne sont pas les réseaux sociaux. D'accord. Moi, je ne travaille pas pour les réseaux sociaux. Très bien. Et ce n'est pas les réseaux sociaux qui vont me juger. OK. Voilà. Et parce que vous savez pourquoi je dis ça? En plus, c'est que l'essentiel de ce que nous faisons, c'est à l'étranger. L'essentiel du travail d'un ministre des Affaires étrangères. Bien sûr. Et il n'y a pas d'attaché de presse. S'il y avait un attaché, je n'ai pas le moyen de trimballer partout où je vais. Mon attaché de presse. Si un attaché de presse dans une ambassade, quand je vais, il va faire le nécessaire, il va envoyer. Et les gens vont voir. Mais on l'a fait par le passé, monsieur. Voilà. Voilà. C'est bien placé pour le dire. D'accord. Il a été dans nos ambassades, il a vu comment ça marche. Donc, l'essentiel, il y a 2 difficultés majeures pour notre travail. L'essentiel, ça se passe à l'étranger. Et 2, nous sommes multisectoriels. Tu es obligé d'avoir des connaissances minimum dans chaque secteur. Parce que tu es appelé à travailler avec chaque département. Et ce n'est pas évident. On te dit aujourd'hui, tu viens, tu assistes à une réunion de pétroliers. Et on assiste, je suis associé à ces réunions-là. Tu viens, tu assistes à une réunion de l'élevage, de l'agriculture, des finances. Il faut être transversal. D'accord. Monsieur le ministre, pour finir, pour vraiment finir, quel sera votre mot de la fin? Mon mot de la fin, je voudrais tout d'abord remercier le CNSP et le gouvernement qui a instauré ce type de gouvernance. Parce que pour moi, c'est de la transparence, c'est de la redevabilité vis-à-vis du peuple. Tout à fait. C'est important. Jamais auparavant, je n'ai vu un gouvernement venir tour à tour pour s'expliquer. C'est une première. C'est une première. D'accord. Et ça va continuer? Bien sûr. D'accord. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est remercier les 3 chefs. Je veux parler du président du Faso. Ouais. Je veux parler du général Assimi Goïta, président de la transition malienne, et le général de brigade Abdourahmane Tchani, pour les efforts qu'ils font pour restaurer la dignité au quotidien du Sahel. Et je vous assure, c'est en marche. D'accord. La troisième chose que je voudrais dire, c'est remercier le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai travaillé avec l'ensemble des ministères. Ouais. Ils ont été corrects avec moi, sur toute la ligne. Il n'y a pas un seul ministre qui m'a fait faux bon. Jamais.
Il y a une parfaite coordination et je pense que c'est la même chose au niveau de l'équipe. On forme vraiment une famille, que ce soit au niveau du CNSP, que ce soit au niveau du gouvernement, malgré tout ce que les gens sont en train de raconter. Nous formons une équipe. En tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai. Si aujourd'hui on a des résultats, c'est parce que les gens ont collaboré. Bien sûr. Tant à la centrale qu'à l'étranger, que dans les ambassades. diplomatiques. Et je ne veux pas oublier les partenaires qui sont restés avec nous, malgré le temps difficile. Ils ont choisi d'être à nos côtés. Maintenant, vis-à-vis de l'AES, je voudrais dire à la population de l'AES, surtout la diaspora, vraiment de ne pas s'affoler. Il n'y a rien. Tout va bien se passer. Nous tenons le bon bout, comme on dit. La CEDEAO a besoin de nous, nous avons besoin de la CEDEAO. C'est un partenariat. Ils ont autant de moyens de chantage que nous avons de moyens de chantage. Ce n'est pas des faveurs que la CEDEAO va nous concéder, non. Ce sont des droits qui vont... Ça sera de la réciprocité. Oui, bien sûr. Je voudrais aussi leur dire de rester soudés. Parce que tout ce qu'on a fait là, je vous jure, c'est parce qu'il y a le peuple derrière. Derrière, oui. C'est parce qu'il y a le peuple derrière. Il faut que les gens le sachent. Il faut que la population continue à prier pour notre pays. Parce qu'on a besoin de ça. Ouais. On a besoin de Dieu dans cette affaire. Bien sûr. Donc il faut que les populations continuent. Moi, je sais que c'est important le soutien du peuple. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, des fois il y a des moments de doute. Et quand vous regardez derrière, vous voyez ce qu'il y a derrière, vous dites je ne peux pas faire ça. Bien sûr. Je ne peux pas douter. La dernière chose que je voudrais dire, au niveau de la Confédération, tous les secteurs qui sont concernés, il faut que les ministres s'impliquent. D'accord. Je vous assure, c'est ça qui va nous sortir. Je voudrais aussi dire un mot. Je ne peux pas finir cet entretien sans rendre un hommage à nos forces de défense. Et de sécurité. Et toutes les victimes, tous ceux qui ont perdu leur vie dans ce combat. Parce que nous avons la chance d'être encore vivants. Oui. Mais il y en a qui ont perdu leur vie dans ce combat. Donc c'est le lieu de leur rendre hommage. Voilà. Et la presse aussi, parce que si on a été visible, c'est aussi à cause de la presse. Je vous assure que la presse fait un travail remarquable. Merci. Avant, je vous dis, franchement, avant, personne ne regardait l'ORTN. Bien sûr. Parce Ça, qu'on considérait ça. Il y avait même des télévisions, moi je vous dis, il y avait même d'autres télévisions qui étaient considérées comme l'ORTN. Les gens, pour chercher l'information, ils partaient ailleurs pour la chercher. Elle l'a vécu, elle l'a vécu. Mais aujourd'hui, l'ORTN, il faut voir, vous savez ce que ça fait comme audience. Donc vraiment, il faut continuer dans ce sens. Vous nous avez beaucoup aidés, vous avez fait parfaitement votre travail et on vous remercie. D'accord. Merci. Merci vraiment, monsieur le ministre, pour cet entretien. Et vous avez dit quelque chose de très important. La diplomatie, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Ça, on est d'accord avec vous. On va finir avec ça. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous. Au revoir.